d'autres réactions ou questions? Alors, devant, il y a peut-être... Oui, oui. Merci. Je voulais vous demander comment un récit historique consensuel à propos de l'Algérie peut-il être construit, étant donné que j'ai l'impression que les différents groupes impliqués présentent des statistiques très différentes. Voilà, c'est sur les preuves en fait. Comment les preuves, comment apporter des preuves qui soient acceptables par les différents groupes, parce que chacun présente des chiffres différents sur le nombre de tués, etc. Voilà. Oui, je souhaitais rebondir sur ce qu'avait déclaré Abdellah Benli en ce qui concerne le choix que l'on pouvait avoir entre traiter avec un État autoritaire ou traiter avec un État démocratique. J'ai entendu, comme tout le monde, un certain nombre de fois, certains politiques, français ou en tout cas occidentaux, douter que la démocratie puisse s'installer de manière durable dans un pays arabe. Et le deuxième volet de ma question, c'est Abdellah, tu disais tout à l'heure que les jeunes sont en train, peut-être M. Stora plutôt, sont en train de construire leur avenir dans leur pays. N'est-ce pas donc à ces jeunes de construire leur démocratie qui puisse intégrer leur passé, leur histoire et leurs idéaux? Non, la question la plus difficile, ça a été la plus courte, ça a été la première. C'est celle des récits historiques brisés, c'est-à-dire des parents par rapport aux enfants. C'est une question très grave, une question très très importante, effectivement, qui a été soulevée par Yves Lacoste. J'avais fait un débat d'ailleurs avec lui sur cette question-là l'année dernière. Et c'est une réponse qui est très très compliquée parce que c'est une des grandes causes de perturbation identitaire, sociale, culturelle, idéologique, et qui est une réponse qui n'est pas simple, qui n'est pas évidente. Alors, elle n'est pas évidente pour plusieurs raisons. Enfin, vous savez, c'est comme les maladies, il faut faire d'abord le diagnostic avant d'apporter les remèdes. Elle n'est pas simple pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que pour transmettre un récit familial, il faut déjà qu'il existe un récit constitué, un récit institutionnel, porté par l'État, les manuels scolaires, etc. Or, sur la question des immigrations maghrébines et algériennes en particulier, pendant très longtemps, il y a eu un silence des deux côtés de la Méditerranée. Pas simplement du côté de l'État français, mais aussi du côté de l'État algérien. C'est-à-dire que le rôle politique joué par l'immigration a été complètement évacué. C'est-à-dire que dans le récit officiel algérien, par exemple, pratiquement aux années 90, pendant 30 ans, la place, le rôle joué par l'immigration politique algérienne en France n'existait pas dans le récit officiel. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, c'était dans l'immigration en France qu'était née la première organisation nationaliste, et non pas en Algérie, mais en France, dans les milieux de l'immigration, qui était l'Étoile nord-africaine. Et déjà, il fallait éliminer ce facteur, puisque dans le nationalisme, il fallait que l'idée nationale s'enracine dans le terroir. Donc l'authenticité de l'idée nationale ne pouvait pas venir de l'ancienne métropole coloniale. Donc dans le récit historique héroïsé, il y a une évacuation de la part prise par l'immigration. Déjà, une première raison. La seconde raison, c'est que dans cette immigration algérienne ouvrière en France, eh bien, il y a eu des affrontements sanglants, terribles, entre deux courants qui se réclamaient tous les deux du nationalisme, entre le FLN et le MNA de Messali. Et ces affrontements meurtriers entre ces deux courants, qui se réclamaient tous les deux du nationalisme politique, de l'indépendance, ont fait 4000 morts en France et 12 000 blessés. Donc c'est un récit par conséquent qui est très compliqué, qui est très difficile, qui est très douloureux à transmettre. Parce que la plupart des pères, des grands-pères qui étaient des nationalistes n'étaient pas au FLN. Mais ils étaient du côté de Messali, c'est-à-dire de celui qui a perdu la guerre, qui n'a pas été un vainqueur, même s'ils étaient des nationalistes. Donc ils se sont ralliés au FLN, c'est-à-dire la Fédération de France du FLN, qu'à partir de 1958-59, donc à la fin de la guerre. Donc comment voulez-vous expliquer que votre père ou votre grand-père était à la fois un nationaliste, mais en même temps quelqu'un qui n'était pas favorable au FLN, qui lui a gagné la guerre au nom du nationalisme? C'est très compliqué ça. C'est très compliqué. C'est pas du tout évident.
Donc pour répondre à ces questions très complexes, eh bien, ce qui prévaut, c'est le silence, tout simplement, des pères. C'est ça qui domine. Troisième aspect, bien sûr, c'est le fait que cette génération d'immigrés algériens qui sont arrivés en France dans les années 50, etc., étaient massivement, bien sûr, des ouvriers. Il n'y avait pas d'intellectuels capables d'écrire, de transmettre, de former, de formuler un récit historique. Donc c'est une immigration ouvrière, une immigration au bas de l'échelle sociale, écrasée socialement. Et cette immigration aurait pu, comme les autres immigrations antérieures, bénéficier d'un savoir historique transmis par les organisations ouvrières, comme ça a été le cas, par exemple, des immigrations espagnoles, polonaises, italiennes, etc. Mais pourquoi ça n'a pas été le cas? C'est que cette immigration, quand elle arrive en France dans les années 50, elle est massivement engagée dans un processus anticolonial, c'est-à-dire de séparation avec la France, sur le plan politique. Donc elle ne peut pas s'intégrer dans des organisations ouvrières qui, elles, prônent normalement, disons, l'homogénéité du corps social par les revendications sociales. Puisque eux, ce qui domine, ce n'est pas la revendication sociale, c'est la question nationale. C'est la question de la séparation, de l'indépendance, qui domine dans leur esprit. Mais ce n'est pas la revendication sociale. Donc il y a un décalage entre les immigrations coloniales, pour aller vite, et puis les immigrations classiquement ouvrières européennes, qui n'ont pas la question coloniale dans leur tête. Donc elles s'intègrent par la question sociale. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'elles s'intègrent par le fait de se lier, de manière classique, au fur et à mesure du temps qui passe, aux luttes sociales, syndicales, donc politiques. Mais comment voulez-vous que les immigrations coloniales s'insèrent dans des luttes sociales alors que la question nationale est centrale? C'est pas possible. C'est-à-dire que la question sociale est subordonnée à la question nationale. Donc les facteurs d'intégration ne peuvent pas fonctionner de la même manière. Pourquoi? Parce que la question décisive dans la tête de ces immigrés, c'est non pas l'intégration dans la société française, mais c'est le retour. C'est la question du retour. Je parle des années 60, jusqu'aux années 80. C'est la question du retour. Parce que la question coloniale est très forte. Elle est très, très présente dans les têtes. Donc on va retourner un jour au pays pour construire, etc. Or, tout le monde sait qu'au bout d'un certain temps, ça n'existe pas, le retour. Lorsque vos enfants sont nés en France, etc., c'est fini. Mais pour accepter la question du non-retour, il a fallu 30 ans. C'était pas facile à accepter, le non-retour. C'est pas simple à accepter. C'est pas simple de dire je ne vais pas retourner dans le pays qui s'est libéré de la question coloniale, pour lequel j'ai combattu, j'ai été un militant, etc., etc. C'est pas possible, c'est compliqué. Donc, si vous additionnez toutes ces raisons, qui sont des raisons à la fois tenant au récit officiel nationaliste, tenant au récit français de mise au secret, si vous additionnez à cela les affrontements compliqués à l'intérieur du nationalisme interne, et enfin, le problème de la complexité de la question nationale par rapport à la question sociale, donc tout ça, ce sont des catégories très théoriques que j'énonce devant vous, mais tout ce qui est théorique comme ça élaboré donne du silence, produit de l'oubli, mais pas du discours, mais pas du récit historique. Ça ne produit pas du récit historique. Donc, ça ne produit pas de la transmission. Donc, des fossés de transmission, donc des silences, donc des pères qui s'en vont sans qu'on ait pu capter leur récit, sans même les comprendre. On ne les comprend pas, on ne sait pas, parce qu'ils sont murés dans ce silence. Donc, c'est cette question qu'il faut surmonter par plus de récits historiques. J'en arrive à la deuxième question. Plus de récits historiques, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il faut plus de travaux, plus de livres, plus d'enseignements dans les universités, plus de doctorants, plus de savoir, en fait. Dans une situation effectivement difficile, parce qu'on est dans l'ère qui est l'ère Internet. Vous allez comprendre très vite, c'est-à-dire que il y a environ 3-4 ans, on m'a posé un téléphone, on me dit, voilà, est-ce que vous voulez faire une communication pour un colloque? Germaine Tillon, une grande dame qui a combattu, etc., enfin, bref, dans les Aurès, parce qu'elle a été ethnologue, anthropologue dans les Aurès, bon, dans les années 30, 1930. Alors je dis oui, donc je vais donc descendre dans ma cave, regarder les livres sur ma bibliothèque, regarder, voir les sources, les archives, les entretiens. Donc il faut que je me déplace, que je sorte de mon bureau, que vous voyez ce que j'allais chercher des bouquins, quelles pages, regarder les index, et puis tout d'un coup je ne me suis pas levé. J'ai dit je vais taper sur Google Germaine Tillon, les Aurès. Vous voyez ce que je veux dire? Je tape Germaine Tillon, les Aurès sur Google. C'est un déluge. Si je ne bouge plus de mon bureau, moi, tout est là-dedans. Là. C'est-à-dire tout est là. Je dis mais moi je suis mort comme historien. J'existe plus.
tape Germain Tillon les oreilles, il y a tout là. Enfin, non, justement, c'est ça l'illusion. Hein. Mais il y a cette avalanche de savoir sur la tête qui désarçonne, qui dit mais je ne sers plus à rien. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller plonger dans cet océan d'informations, d'archives, de sources, de trucs. Je ne parle même pas de Facebook et de tout ça. Hein. Bah, Google, c'est le premier stade, vous savez, le stade primaire. Hein. Et là, effectivement, il y a un vertige, quoi. Il y a une espèce de vertige qui est... Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un vertige qui est le métier d'historien qui est remis en question, et surtout, le rapport aux sources. C'est-à-dire, comment vérifier tout ça ? Comment vérifier cette avalanche d'informations qui nous tombe sur la tête ? C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez une interpellation sur le métier d'historien et le renforcement de la critique des sources. Donc, c'est pas moins d'histoire qu'il faut, c'est plus d'histoire. Donc, plus, disons, d'observation critique. Et moins de naïveté et de fait d'avaler les sources qui nous tombent sur la tête. Donc, il faut encore plus de vigilance, donc plus de récits d'histoire. Donc, je ne veux pas torpiller le récit d'histoire, au contraire. Ce que j'explique, c'est que l'histoire comme discipline est confrontée à de multiples défis. Donc il faut les identifier, c'est tout. Moi j'essaie d'identifier tous les défis possibles de la discipline, dont en particulier celui-là, qui est fondamental. Ce qui fait que je me disais encore récemment, parce que je voulais construire, vous savez, encore des étagères chez moi, parce que j'ai quand même quelques livres. Hein. Et puis je me suis dit, je crois que dans 10 ans, il n'y aura plus de livres, donc c'est pas la peine de construire encore des étagères, parce que tout est dans mon ordinateur, vous savez, le Mac, là, e-book, là. Hein. Comme je bouge de moins en moins pour aller chercher des livres qui sont de plus en plus poussiéreux, donc j'étais en train de me dire, dans le fond, est-ce que je ne vais garder que les livres de photographie ? Parce que c'est beau comme ça, mais c'est complètement iconoclaste, hein, tout ce que je vous dis. Hein. Parce que d'habitude, les intellectuels, les historiens, ils plaident pour l'histoire, les livres, tout ça, etc. Mais moi, j'étais en train de me dire, mais tout ça, ça va disparaître, c'est pas possible, quoi. Parce que si moi, je ne bouge pas de mon bureau avec mon ordinateur, je vois pourquoi les gens ne font pas plus comme moi, hein, dans 10 ans. Hein. C'est-à-dire ça va être un truc terrible, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui est papier, tout ce qui est source, tout ce qui est imprimé, tout ça, je vous dis tout ça parce que qu'est-ce qui a fait le succès du livre qui m'a surpris ? Le livre objet. Hein, Algérie 54-62, je vois qui est juste devant moi. Très beau livre, avec des documents qu'on sort, etc. On en a vendu 50 000. Bon, ce qui est beaucoup. C'est la première fois de ma vie que je m'entends dire. D'habitude, en 3 000, 4 000, bon. Là, 50 000, c'est le best-seller. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait l'attrait de ce livre ? Eh bien, c'est très simple. C'est que c'est un livre avec des objets qu'on sort, qu'on extrait, qu'on ne peut pas voir sur Internet. Parce qu'on les touche, les choses. C'est des objets. Or, ça peut aller sur Internet. Mais pas ça. Parce que ça, c'est des vrais objets, ça ne va pas sur Internet. C'est parce que c'est l'histoire qu'on peut toucher, c'est des preuves qu'on touche. Et je me suis dit, tiens, c'est pour ça que ça rencontre un succès pareil, c'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir maintenant à la forme objet du livre. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus se contenter de livres comme traditionnels. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter des bouquins. Ça, je vous parle dans 10 ans, hein, dans 20 ans. Hein, parce que dans l'immédiat, ça continue d'exister. Mais enfin bon, c'est pas rentable. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des défis en cascade, hein, qui ne sont pas simplement d'ordre idéologique. Hein, c'est-à-dire le modèle républicain, les récits nationaux dispersés, tout ça c'est vrai. Mais il y a aussi un défi technologique de l'histoire. C'est un sacré défi, celui-là, de pouvoir fabriquer du récit historique dans des situations où tout le monde se met devant son ordinateur et dit « Je suis un historien qui écrit son site ». Vous savez, je me suis aperçu de ça parce qu'il y a beaucoup d'anciens d'Algérie qui fabriquent des sites. C'est les soldats, tout ça. Donc ils m'écrivent aussi par Internet, bien entendu. Et donc il y a les anciens, aussi les Pieds Noirs, les anciens de Sidi Bel Abbès, d'Oran, tout ça. Alors je me suis dit, mais comment ça se fait que tous ces gens fabriquent des sites, accumulent des preuves, les mettent sur Internet, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup étaient à la retraite. Donc maintenant, ça veut dire que vous avez à la fois l'enjeu technologique et vous avez les seniors qui de plus en plus sont sur les ordinateurs et sont de plus en plus performants sur les ordinateurs. C'est-à-dire qu'ils savent fabriquer des sites, construire les archives, diffuser le vécu, aller sur Facebook, diffuser les sites vidéo. Ah, je me dis, là, quel défi. C'est-à-dire que le défi, il est vraiment général. Hein, donc c'est pas au contraire, je pense qu'il ne faut pas baisser la garde, je pense qu'au contraire, il faut redoubler de vigilance. La troisième question qui a été soulevée par mon ami Abdella sur le problème des jeunes dans les pays, je pense qu'il a raison sur le fond, mais dans une temporalité longue. Sur le fait de construire dans son propre pays. Parce qu'il existe aussi dans ces pays, en attendant que la démocratie se construise,
En attendant, ben moi je m'en vais. Parce que j'ai pas le temps d'attendre aussi. Ça existe aussi, ce phénomène-là. La démocratie, ça implique ça aussi. C'est-à-dire de pouvoir disposer librement de son destin, sans attendre. Parce que les aînés, ils espéraient le socialisme, le nationalisme, l'anticolonialisme, l'islamisme. C'est des aînés déjà, ils sont vieux. Hein. Ceux qui étaient pour les islamistes, ils sont déjà vieux, ceux-là. Hein. Terminé. Les années 80, les islamistes. C'est-à-dire il y a plus de 30 ans. Bon. Ceux qui ont 25 ans aujourd'hui, en attendant le paradis islamiste, le paradis socialiste, le paradis communiste et le paradis nationaliste, ah ben moi, je préfère le paradis tout de suite. Donc je monte dans le bateau et je m'en vais. Non mais c'est ça la démocratie. C'est pour ça qu'il faut nuancer. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre quand même qu'il y ait des preuves de fonctionnement d'État démocratique. C'est ça l'enjeu dans les mois qui viennent. C'est-à-dire l'enjeu dans les mois qui viennent, c'est d'avoir des parlements qui fonctionnent, des premiers ministres, d'avoir une presse indépendante, d'avoir des syndicats, d'avoir des intellectuels, etc. Et donc il faut des mois de bataille, parce qu'il va y avoir des résistances terribles. Des résistances, c'est-à-dire des gens qui diront « mais non, c'était terriblement mieux du temps du parti unique, c'était terriblement mieux du temps où on avait un système paternaliste familial clanique, où on redistribuait les richesses par l'intermédiaire des familles, ça c'était super, hein, et qui vont faire de la résistance, qui vont se battre. Et donc, les jeunes qui ont 25 ans aujourd'hui dans ces pays-là, ils savent ça. Donc ils disent ça va être une bataille. Alors il y a ceux qui diront on veut s'engager, on va se battre dans notre pays, mais il y a ceux qui diront aussi on n'a pas le temps d'attendre. Hein. On ne peut pas attendre. Donc si j'ai la possibilité de la liberté, qu'est-ce que c'est la liberté? C'est la liberté de partir. C'est la liberté de partir. C'est pas simplement la liberté chez moi, c'est aussi la liberté de circuler. Quand on est pour la démocratie, dans tous les domaines, et dans tous les domaines, c'est aussi la liberté de voyager. Pourquoi est-ce qu'eux, ils n'auraient pas la liberté de circuler? Pourquoi? Au nom de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un individu dans la rive sud de la Méditerranée qui n'a pas le droit de voyager? Au nom de quoi? C'est pas un être humain? C'est pas quelqu'un qui a le droit de voyager? C'est incroyable. Je veux dire, c'est la liberté de voyage, c'est comme le secret de la correspondance. C'est une liberté. C'est aussi la possibilité d'aller où on veut. C'est très important. Ça fait partie des libertés démocratiques, selon moi. Donc, ça va être aussi... On va pas vers des... Vous voyez, on va pas vers des choses simples. Hein, dans les mois qui viennent. On ne va pas aller vers des choses simples. Une dernière question. On a encore 10 minutes, donc peut-être deux questions. Il y a des personnes qui attendent ici depuis longtemps. Monsieur, madame. La parole. Merci. Si on exclut l'aspect politicien, ça va être difficile. Est-ce que les récents débats initiés par le gouvernement ou un certain parti concernant la laïcité ou l'islam peuvent être considérés comme des tentatives désespérées de concurrencer les historiens pour fabriquer une pseudo-histoire commune autour de la citoyenneté, voilà. Est-ce que c'est quelque chose, si on exclut, et est-ce que finalement ils ne concurrencent pas, enfin, ils ne tentent pas de concurrencer à la fois les historiens et aussi les responsables religieux qui se sont élevés effectivement contre cette tentative-là? Je suis très émue parce que je reviens à 4-5 questions en arrière. Dans la salle, on a dit que les femmes n'étaient pas prises en compte dans l'histoire, la mémoire d'histoire. Or, la semaine dernière, Brigitte Friand vient de décéder et c'était une mémoire d'histoire de guerre. D'ailleurs, elle donnait ses livres « Reporters de guerre ». Elle a fait 2 livres magnifiques. Le premier, c'est « Regarde-toi qui meurs ». Elle a été enrôlée à 14 ans en déportation dans la guerre 40 et elle décrit toute l'histoire après de cette guerre. Et ensuite, elle est repartie comme reporter au Vietnam et elle a refait un autre livre, des livres qui font presque 500 pages, sur